Bon, la semaine dernière, on a vu le congrès du PCF. Enfin, on a vu, vous l'avez peut-être pas vu, mais en gros, il y a eu un congrès PCF, le 39e du nom, qui s'est déroulé à Marseille. C'était un congrès important parce que c'était un peu là où on allait pouvoir sonder quelle allait être la ligne du PCF par rapport à la NUPES. C'est une question quand même assez importante pour les prochaines années. Et on se souvient que pendant le 38e congrès, on avait eu un événement assez nouveau qui était la mise en minorité de l'ancienne direction. Vous vous souvenez peut-être de Pierre Laurent. Pierre Laurent qui était sur une ligne qui était un peu plus dans la roue de la France Insoumise et puis qui avait soutenu en 2017 et en 2012 le candidat Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise en 2017 et puis le parti de gauche au sein du Front de gauche en 2012. Le 38e congrès a lui vu le nouveau personnage de Fabien Roussel prendre la tête du parti, et puis vous connaissez la suite avec l'élection présidentielle de 2022 et la campagne de Fabien Roussel. Au-delà de ça, déjà moi ce que je trouve c'est que d'avoir des congrès, notamment des congrès visibles sur internet, c'est super bien. Ça fait un peu comme le congrès de la CGT, c'est-à-dire que vous avez droit de voir des débats qui sont des débats internes au parti, entre différents représentants du parti. Là ils étaient 6 ou 700, quelque chose comme ça. Donc moi je trouve que ça fait du bien, et ça change un peu d'autres partis, notamment de la France Insoumise, où on ne sait pas trop ce qui se passe, et on a l'impression que Mélenchon, Manuel Bompard et 2-3 autres ont la main mise sur le parti. Voilà, c'est un peu dommage, je trouve, dans ce sens-là. Je pense que les partis du futur, pour répondre à l'attente de la population, notamment qu'on avait vu pendant les Gilets jaunes au travers du RIC, d'avoir une démocratie plus claire, plus directe, d'être mieux représentée, ils ont tout intérêt à faire des congrès comme ça, publics, retransmis. Peut-être qu'on pourrait aussi imaginer que les gens puissent poser des questions, voilà, enfin quelque chose d'interactif. Ce serait pas mal. Au-delà de ça, moi je rappelle, je suis pas au Parti communiste français, c'est un parti pour lequel j'ai quand même beaucoup de sympathie, notamment pour l'histoire glorieuse du parti, et puis parce que quand on milite un peu sur le terrain, on se retrouve quand même rapidement avec des militants du PCF, des militants du MJCF, ou des trucs comme ça, qui sont souvent des bons camarades, et voilà. Mais je vais essayer d'être objectif le mieux possible, même si c'est pas forcément évident. Et puis je rappelle aussi que je suis pas non plus militant de la France Insoumise, et donc mon but c'est pas de défoncer le PCF pour défoncer le PCF. Alors ce congrès, plutôt, ça a été l'occasion de voir des débats, notamment un débat autour du déjà là communiste, donc la notion de Bernard Friot. Un débat, là je vous ai mis un extrait par exemple, en gros entre ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas lieu d'appeler par exemple la sécurité sociale déjà la communiste, et donc qui préfèrent penser qu'on est dans le capitaliste, qu'on a certains conquis sociaux, et qu'on va essayer, nous, Parti communiste, c'est ça qu'ils disent, de nous orienter vers le socialisme comme une étape, et puis vers le communisme par la suite, quoi. Et puis il y a ceux comme Bernard Friot qui pensent plutôt qu'à l'intérieur du capitalisme, on a un déjà là communiste. Par exemple, oui, la sécurité sociale, la retraite par répartition, des choses comme ça, et qu'il faut s'appuyer sur ces petits îlots de communisme à l'intérieur du capitalisme pour essayer de le subvertir et de se servir de ça, quoi, comme point d'appui pour continuer vers le communisme. En ce qui me concerne, parce que je pense simplement que on parle de déjà la communisme. Pourquoi ne pas parler simplement de conquis sociaux ? C'est le terme qu'utilisait Ambroise Croizat en parlant de la Sécu. C'est des conquis sociaux, et ce sont les conquis sociaux qui nous permettent d'atteindre une société communiste en prenant du terrain sur la société bourgeoise, en estimant que ce que l'on a pu gagner par la lutte, c'est du communisme déjà là, et donc c'est déjà du tout cuit. C'est un peu aussi comme ça que je le vois. C'est le risque dans lequel on peut s'enfermer également. Pour reprendre le terme de Jean-Paul Scott, je dirais on est plus dans du réformisme révolutionnaire, quand il parlait de Jaurès, que dans une forme de communisme. Donc je pense que... Je trouvais ça un peu fort par contre de traiter Friot de réformiste quand il dit ça. Moi j'ai des critiques à faire à Friot, mais ce serait pas qu'il soit réformiste, et ce serait surtout pas que le PCF de Roussel traite Friot de réformisme. Bon, ça c'est autre chose. C'est une erreur, et le texte de base commune parle déjà d'îlots de communisme, parce qu'effectivement aujourd'hui ce sont des choses qui sont isolées, qui sont on doit les défendre, on doit
les développer, mais pour le moment, la situation n'est pas favorable à leur développement. Donc, moi, je ne comprends pas le terme de déjà la commune. On peut déjà parler de conquis sociaux, tout simplement, ou d'acquis sociaux si on veut rester conventionnel. Merci. Merci beaucoup. Mais bref, on va pas refaire ce débat-là ce soir, mais il y a eu pas mal de débats autour de ça. À la limite, je trouve ça plutôt intéressant. Je suis pas persuadé qu'ils aient tranché, on va dire, le débat comme ça, et je pense qu'ils ont voté parce que, vous allez voir, ça va souvent revenir, ils ont voté pour le texte de le texte de la direction, quoi. Le texte plutôt rousselliste, quoi, de manière majoritaire sur la quasi-totalité des amendements. Je sais pas s'il y a eu un vrai débat philosophique, quoi, et qu'on a pu dépasser la contradiction, quoi, sur ce terme-là, mais c'est un débat que je trouvais plutôt intéressant. Et moi, cette histoire de vote à 80%, en gros, c'est ce qu'on a vu tout au long du congrès, c'est 80% de pour, 20% de contre et abstention, quoi, sur la plupart des votes, quoi. Ça m'a un peu gêné parce que j'ai eu l'impression, par rapport surtout au congrès de la CGT qu'on a vu il y a 2 semaines, que c'était un peu joué d'avance, quoi. Qu'il y avait moins d'enjeux, et on n'a pas pu voir, comme à la CGT, des gars vraiment poussés à 2 lignes différentes, avec un compromis, avec vraiment des choses où on avait l'impression que ça pouvait basculer dans le sens ou l'autre. L'impression que dès le début c'était joué et qu'au fond, même si c'est un exercice démocratique, que c'est cool de le voir en vrai, qu'on est en train plus de voir un spectacle qui nous permet de revoir la réaction de Roussel avec 80%, tout le monde sait que ça se passerait comme ça s'est passé comme ça, plutôt que de voir vraiment quelque chose qui pouvait basculer d'un côté ou de l'autre, quoi. Alors cette réélection de Roussel, ça pose la question, voilà, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est cette ligne Roussel, quoi. Moi je trouve que c'est avant toute autre chose la différenciation d'avec la France insoumise et Mélenchon. C'est aussi évidemment la différenciation d'avec Pierre Laurent et puis la ligne antérieure, mais je trouve qu'il y a un rapport assez évident à Mélenchon, déjà parce qu'au début du congrès, on a pu voir Roussel dans son discours d'introduction critiquer Mélenchon. C'était de bonne guerre aussi, parce qu'il y avait Bompard qui avait fait un grand communiqué pour expliquer aux militants communistes qu'il fallait que Roussel c'était l'alliance avec Cazeneuve, bref, il se tire dans les pattes. Mais on voit en gros que le PCF s'est mis dans la roue de Mélenchon pendant une dizaine d'années, et que maintenant il se retrouve en fait avec le même programme que Mélenchon. Je vais me faire taper dessus par tous les insoumis, par tous les communistes, mais en gros un programme qui est quand même assez proche. Et cette volonté d'exister, et pour exister il faut se différencier, parce que si on dit nous on fait la même chose que Mélenchon mais on fait 2%, tout le monde s'en fout, quoi. Donc on est obligé de dire on a peut-être quasiment le même programme avec 2-3 trucs différents, le nucléaire, un programme un peu plus social sur le SMIC, sur la retraite ou des trucs du genre, mais ils sont obligés de se différencier sur des grands thèmes. Et on avait pu voir ça déjà pendant la présidentielle. À chaque fois que Roussel balançait un truc différent de Mélenchon, on lui disait ah ouais mais ça vous êtes pas d'accord avec vos alliés à gauche, et puis il disait oui ça c'est une de mes particularités, quoi. On voyait qu'il le mettait en avant, et puis il a raison de le faire parce que s'il veut pouvoir faire exister son parti, il est bien obligé de faire ça. Mais du coup ça montre un PCF qui est quand même souvent en train de taper là-dessus. Moi ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que pour se différencier de l'AFI, le PCF est obligé de répondre à des questions auxquelles l'AFI a déjà répondu en gros entre 2018 et 2019, mais d'y répondre évidemment de manière inverse pour pouvoir se différencier. Et je vais vous le montrer sur plusieurs points. Par exemple sur l'islamophobie. C'était quelque chose avant que Mélenchon refusait d'utiliser comme concept. Aujourd'hui, la France insoumise l'utilise, et on voit qu'il y a une évolution par rapport à ça. Et le PCF a aussi questionné cette notion, et il a répondu en gros de manière inverse. Adopté par la conférence départementale des Hauts-de-Seine, nous le représentons, même si une partie de l'amendement, puisqu'il a été raccourci, a été ajoutée en fait déjà dans le texte. Donc ça c'est une militante PCF, représentante des Hauts-de-Seine, qui elle dit moi j'aimerais bien qu'on amène le terme d'islamophobie dans notre texte, parce que c'est un terme qui est devenu important dans le milieu militant. Je laisse parler, mais en gros elle dit quelque chose comme ça. Parce qu'on pense qu'il enrichit de plusieurs éléments le texte d'orientation qu'on se propose. D'abord, le caractère systémique du racisme qui a pour origine le passé colonial de la France et qui irrigue l'idéologie de l'extrême droite. Et l'autre élément important, c'est de réintégrer le terme islamophobie, qui est au cœur de l'offensive de l'extrême droite pour diviser notre classe.
Merci. Merci. Guillaume, micro 1. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que le terme d'islamophobie, il est extrêmement critiqué aujourd'hui, et notamment à l'extrême droite, qui veut dire oui, on peut plus rien dire, on peut plus critiquer l'islam, machin. Donc elle met ça en avant, quoi. Soyons clairs. Aujourd'hui, l'extrême droite et la droite est extrêmement active Ça, c'est la réponse de la direction, quoi. en prenant pour cible, une de ces cibles, les musulmans. Et de ce point de vue, je pense que le Parti communiste doit être extrêmement actif et à la hauteur sur ce sujet. Je note d'ailleurs de ce point de vue que la commission texte a renforcé ce qui était déjà présent dans le texte, page 53, aux lignes 12 jusqu'à 15, qui disent des choses fortes. Je vous invite, avant de voter, à lire ce qui est écrit. Si nous sommes tous d'accord pour dire cela, et c'est important, ainsi surtout si ça se traduit par une campagne, une action concrète de tous les communistes dans le pays pour être présents par rapport à cet enjeu, alors ça veut dire qu'il ne reste plus qu'une question autour du mot islamophobie. Or, que pose la question du mot islamophobie qui n'est pas présent déjà dans le texte? Ça pose l'idée que nous indiquerions une sorte d'interdiction d'avoir une position de discussion, de peur ou de quoi que ce soit par rapport à une religion. Nous n'avons pas, à mon avis, nous aurions tort de considérer de limiter la possibilité de se positionner par rapport à une religion. Ce qui importe, c'est... Ça, du coup, c'est l'argument, c'est en gros l'islamophobie, ce serait la critique de l'islam, enfin la peur de l'islam, parce que c'est la traduction littérale. Et donc, non, on a le droit de critiquer l'islam, on aurait même le droit d'avoir peur de l'islam, et donc ils veulent refuser le terme islamophobie. C'est une position d'ailleurs que j'ai tenue, moi, il y a des années, et que Mélenchon a tenue aussi. Et moi, j'ai évolué par rapport à ça, Mélenchon aussi, et je pense qu'on a plutôt raison, parce que dire ce qu'il dit, c'est une position qui est assez abstraite, en fait. Est-ce qu'on fait de l'analyse littérale ou est-ce qu'on fait de l'analyse matérielle et on prend en contexte qui utilise ce mot? Est-ce que c'est plutôt les chercheurs antiracistes qui sont pour? Est-ce que c'est plutôt Éric Zemmour qui est contre? Enfin voilà, on essaie aussi de voir comment ce mot est situé dans le champ politique français. Et par exemple, le mot judéophobie. Judéophobie, techniquement, ça veut dire la peur du judaïsme. Donc on pourrait dire j'ai le droit d'être judéophobe. Or si on tape judéophobie, hostilité systématique à l'égard des juifs. Donc on peut pas se revendiquer de la judéophobie, on doit lutter contre la judéophobie. Islamophobie, c'est pareil, c'est-à-dire que évidemment littéralement ça veut pas dire la haine des musulmans, mais la haine la peur de l'islam. Mais après, dans un contexte actuel de lutte antiraciste, l'islamophobie, c'est utilisé comme étant plutôt la haine des musulmans. Et je trouve qu'au-delà de ça, séparer le mot des gens, séparer la religion des gens, c'est un petit peu facile. Enfin, c'est un peu abstrait, encore une fois. Enfin, qui est porteur de la religion musulmane en France? C'est les musulmans. On ne peut pas séparer totalement la religion musulmane et les musulmans. En réalité, quand on veut taper tout le temps sur l'islam, c'est qu'au fond, on tape aussi un petit peu sur les gens qui croient en l'islam et qui sont les musulmans. C'est comme si je vous disais, vous avez le droit d'haïr la féminité, vous avez le droit de dire, ah moi la féminité, je déteste ça, hein. Ce caractère soumis, servile, Stéphane Edouard vous dirait vouloir vendre du sexe contre des objets, ça je déteste ça, la féminité. Mais moi je parle pas des femmes, hein, moi j'adore les femmes, hein, mais la féminité vraiment je déteste ça. Enfin vous voyez le truc, c'est un petit peu abstrait quoi. Là je trouve qu'on a un peu ça avec le terme d'islamophobie. Encore une fois, il faut le prendre par rapport à la société dans laquelle on vit, parce que être islamophobe en Iran, peut-être que c'est progressiste au fond, parce que l'islam dans la société iranienne est un caractère de domination, une espèce de structure de domination basée sur l'islam. En France, l'islam est tout en bas de l'échelle en réalité. En Iran, non. Donc en fait, on peut pas dire abstraitement, oui, islamophobe, on peut l'être, il n'y a pas de souci, ça veut juste dire critiquer la religion, et c'est comme le faisait Voltaire. Parce que Voltaire, il critiquait pas la même religion, qui n'avait pas la même place dans le champ politique français à son époque, quoi. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? C'est la liberté pour les personnes, et que ces personnes puissent vivre et s'épanouir normalement. Mais en revanche, la libre discussion des opinions religieuses, elle doit demeurer, et de ce point de vue, le terme d'islamophobie, parce qu'il est centré sur la religion, le mot islam, il me semble que ça n'apporte rien, et au contraire, ça ouvre des problèmes. Au contraire, ça ouvre des problèmes. Enfin, c'est là où moi je trouve que
Ils essaient de se séparer de la France Insoumise d'un débat qui a été fait où Mélenchon a dépassé un peu l'avis que lui il avait, et eux ils dépassent pas. Et ils restent dans un truc, du coup, oui, voilà, faut pas dire islamophobie. Alors peut-être qu'il faut pas dire judéophobie non plus, parce que on a le droit d'être judéophobe. Faudrait que le PCF se mette à militer pour le droit à être judéophobe, ça me ferait marrer. Et puis il pourrait militer aussi pour le droit à être homophobe, parce que on peut critiquer l'homosexualité, parce qu'on peut critiquer toutes les sexualités sans critiquer les homosexuels. Voilà, Roussel devrait se revendiquer homophobe et judéophobe, parce qu'on a le droit de critiquer des choses immatérielles qui sont tout à fait séparées des gens qui les portent. L'homosexualité n'est pas portée par les homosexuels. L'homosexualité, c'est un concept en soi, et on a le droit de préférer l'hétérosexualité. Mais c'est pas du tout quelque chose qui est stigmatisant envers les homosexuels, vous comprenez bien. On voit en plus, et c'est dommage que c'est pas partagé par tous les militants, parce que, par exemple, on a ce truc-là, dans le Val-de-Marne, une cinquantaine d'élus qui lancent un plan de lutte contre l'islamophobie, notamment le maire d'Ivry, Philippe Bouissou, qui est au PCF, et donc qui utilise ce terme. Et je pense d'ailleurs qu'il y a plein de militants PCF qui utilisent ce terme, mais la direction n'a pas l'air d'en vouloir. Et les représentants PCF qui sont au Congrès n'ont pas l'air d'en vouloir, au moins un certain nombre de pourcentages, n'ont pas l'air d'en vouloir. Tu te diras, et là, on peut arrêter de croire en Dieu, mais pas d'être homophobe, je sais bien. Après, on peut arrêter de croire en Dieu, encore une fois, c'est un peu idéaliste aussi. On peut arrêter de croire en Dieu, oui, mais il y a des gens qui ont des conditions de vie, un déterminisme social, la famille, qui font qu'ils croient en Dieu. Tout comme il y a des gens qui ont des conditions de vie, une famille, peut-être une part génétique aussi, qui font qu'ils sont homosexuels. Est-ce qu'on peut vraiment séparer le fait de croire en Dieu en disant « Ah oui, mais tu pourrais très bien ne pas croire, là, du jour au lendemain ?» Ouais, mais il se trouve qu'en fait... je sais pas, je pense que tu as plus de chances de croire en Dieu si tu vis aujourd'hui, que tu nais en France dans une famille musulmane pratiquante, que si tu nais dans une famille athée. Alors évidemment, le mec qui est musulman, il peut arrêter de croire en Dieu du jour au lendemain, mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose de non déterminé et qui se choisit comme ça, quoi. On a aussi eu une critique de l'intersectionnalité. Je vais vous montrer. Ça, encore une fois, ça rentre... Ce que je vous disais, c'est-à-dire des débats qu'il y a dans le milieu militant, et notamment qu'il y a eu à la France Insoumise depuis des années, et où le PCF prend un peu le contre-pied de la France Insoumise. Notamment l'approche intersectionnelle, nous, c'est pas vraiment notre façon de voir. Qu'est-ce qu'on a de différent ? Quelle est la spécificité par rapport notamment à l'intersectionnalité ? Moi, pour l'instant, je suis plutôt d'accord, ouais. Bon, c'est pas forcément mon approche non plus, l'intersectionnalité. C'est écrit noir sur blanc dans nos textes, effectivement, on ne hiérarchise pas les luttes. Ça, c'est important de le préciser, on ne hiérarchise pas les luttes. On a un féminisme lutte des classes, et Hélène l'a... On hiérarchise pas les luttes, ouais. Moi, je suis pas convaincu par cette approche, mais certes. Ça dépend ce qu'ils appellent ne pas hiérarchiser les luttes, mais je pense que quand on réfléchit, on est bien obligé de positionner les choses par rapport à d'autres. Dans certains contextes, il y a des choses qui sont plus intéressantes. J'utilise souvent cet exemple. Mais par exemple, est-ce que pendant l'apartheid en Afrique du Sud, la lutte contre le pouvoir racial n'est pas une des luttes la plus importante, voire la lutte la plus importante ? Est-ce que dans d'autres contextes, c'est pas la lutte contre le capitalisme ? Parce que voilà, je trouve que la question se pose et on peut pas dire comme ça par une position morale on n'hiérarchise pas car tout se vaut tout le temps. Non, je pense qu'il faut contextualiser en fait. Bien défini. Moi je pense on peut pas. Il y a des mouvements féministes avec des spécificités différentes. On ne s'oppose pas les unes aux autres et je pense que le courant intersectionnel, y compris les camarades, lui donnent une définition différente parfois. Il vient des États-Unis avec une spécificité différente qui vient des États-Unis qu'on peut pas appliquer concrètement en France, c'est vrai. Je sais pas ce qu'elle entend par là, ça me paraît un peu... L'approche intersectionnelle, en fait, on pourrait l'utiliser un peu partout. C'est une approche... c'est un certain type de théorie, on va dire. Donc c'est pas applicable qu'aux États-Unis. Je vois pas trop pourquoi elle dit ça. Elle pourrait dire que les conditions d'émergence de l'intersectionnalité en rapport aux États-Unis, à la lutte, je sais pas moi, des Noirs aux États-Unis, des femmes noires aux États-Unis, ça ce serait pas incohérent. Et par contre, son utilisation me semble possible dans les autres sociétés. Et c'est pareil pour le marxisme, quoi. Est-ce que parce que le marxisme ça a été fait entre l'Allemagne, l'Angleterre et la France au milieu du 19e siècle, c'est valable que pour ça? Ben non, au final. Et puis on voit bien, je sais pas, que Ho Chi Minh, que Lénine, que d'autres se réapproprient le marxisme, le développent. Non, ça me paraît pas... Enfin,
Je sais pas, c'est bizarre de dire ça, je trouve, de dire oui, c'est juste un truc des États-Unis et donc du coup, on peut pas l'utiliser. Bon, d'accord. On a une démarche qui est beaucoup plus universaliste que les courants intersectionnels, mais moi je crois qu'on ne s'inscrit pas dans une opposition nette à ces courants intersectionnels parce qu'on comprend fondamentalement la vision de ces féministes qui sont dans une démarche sincère de dire effectivement il y a des croisements de discrimination. Quand on est une femme noire, on subit une double discrimination. Quand on est une femme lesbienne, on subit une double discrimination. Et il faut qu'on pense ces discriminations ensemble. Et il faut qu'on les... Non, mais là, il n'y a rien qui va parce que, comme je vous disais, c'est pas vraiment ça. L'intersectionnalité, elle le dit bien, Crenshaw, quand elle en parle, c'est que le problème, c'est pas que ça s'additionne, c'est pas on est une femme lesbienne, on a une double discrimination, c'est on a une discrimination spécifique. La femme noire a une discrimination qui est différente de celle de la femme blanche. Et en fait, je trouve que l'intersectionnalité aide à penser un peu la spécificité des discriminations et le détail, quoi. Donc non, c'est pas vraiment ce qu'elle dit. En fait, on a l'impression qu'elle a appris des mots-clés, États-Unis, universalisme, qui s'oppose à l'intersectionnalité. Ce qui est vrai, en plus, l'approche universaliste est très critiquée par l'universalité, ont tendance à s'opposer, mais elle met pas grand-chose derrière, et c'est un peu creux, quoi. On les prenne en compte, et y compris qu'on pense aussi dans les mouvements féministes à la représentation de cette diversité. Il y avait une femme en situation de handicap pendant un meeting du 8 mars qui disait « je n'ai pas pu prendre la parole, j'ai pas pu monter sur la tribune du 8 mars parce qu'il n'y avait pas le moyen concret de monter sur cette... » Ça veut dire qu'effectivement, à un moment, on a oublié de penser ce croisement de discrimination. Donc je comprends cette démarche, mais effectivement... Pourquoi le croisement des... J'ai pas compris son exemple. Pourquoi le croisement des... Si elle peut pas monter, c'est parce qu'elle est handicapée, c'est pas parce que c'est une femme handicapée. J'ai pas du tout compris le... On l'a réécouté, j'ai peut-être moins. Il faut qu'on les prenne en compte, et y compris qu'on pense aussi dans les mouvements féministes à la représentation de cette diversité. Il y avait une femme en situation de handicap pendant un meeting du 8 mars qui disait « je n'ai pas pu prendre la parole, j'ai pas pu monter sur la tribune du 8 mars parce qu'il n'y avait pas le moyen concret de monter sur cette... » Ça veut dire qu'effectivement, à un moment, on a oublié de penser ce croisement de discrimination. Donc je comprends cette démarche, mais effectivement, c'est pas comme ça. Ça n'a aucun rapport avec l'intersectionnalité. Enfin, elle a pas pu monter parce qu'il y avait pas de robe, mais ça aurait été un homme handicapé aussi, elle aurait pas pu monter. Je comprends rien à son exemple. Qu'on se définit, on a une manière propre de se définir qui est une démarche plus universelle et voilà, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on se définit. Ah mais putain, mais vous voyez, des fois je critique Chéniaud, mais que Chéniaud, au moins, il a une critique de l'intersectionnalité. Qui est une critique qui est très épistémologique, voilà, c'est pas la même épistémologie que le marxisme, mais au moins il y a un truc derrière, parce que là il y a pas grand chose, hein. C'est que l'intersectionnalité ça s'oppose à l'universalisme, ouais, ok, et à partir de là et c'est un peu gênant parce qu'au final quand on critique quelque chose c'est bien de le connaître bien, quoi. C'est un peu dommage, quoi, d'arriver comme ça, de prendre la parole à un congrès et puis de dire un peu nimp. Après bon, ça c'est pas non plus c'est un exemple, mais c'est un peu dommage, je trouve. On a aussi eu une intervention par rapport aux violences policières, notamment par rapport à ce qui s'est passé à Sainte-Soline, parce qu'il y avait des militants MJCF et PCF à Sainte-Soline, et ils avaient vu l'intervention de Roussel, qui n'évoquait pas, parce qu'il n'évoque jamais le terme violence policière, donc ça doit être un peu dans son logiciel de ne pas le faire, ça doit être quelque chose de réfléchi, quoi. Et qui soutenait pas particulièrement les militants de Sainte-Soline par peur de soutenir les violences ou des choses du genre, quoi. Et donc il l'avait assez mauvaise, et une des représentantes de la MJCF a interpellé la direction là-dessus. Je ne reprendrai pas donc les arguments du camarade que je partage, mais avec la fédération, on voulait ajouter quelques éléments de contexte. Dans le Nord, nos camarades de l'AGC ont été attaqués sans raison par la police, qui a blessé leur secrétaire à leur gars, qui a quand même fini à l'hôpital. Dans la Vienne, les GC sont directement menacés par la BAC en dehors des temps de manifestation. Ils nous suivent dans la rue et terrorisent nos camarades. Et enfin, avec mes camarades de la Vienne, de la Gironde et des Deux-Sèvres, nous avons vu des choses à Sainte-Soline que vous ne pouvez pas imaginer. Nous avons des camarades grièvement blessés et d'autres traumatisés. Et Serge est toujours dans le coma. Nous avons vu des fractures ouvertes, des crânes en sang, des personnes inconscientes, des cortèges avec des enfants visés par 5000 grenades en moins de 2 heures, dans une volonté claire de mutiler. Pour toutes ces raisons, et pour soutenir nos camarades, nous sommes attachés au terme de violence policière. De plus, nous demandons aux partis d'arrêter de condamner la supposée minorité de manifestants dont nous faisons partie. Ces condamnations servent de prétexte au gouvernement pour augmenter le niveau de répression. Il faut que tu comptes. Basé, hein, la minorité de manifestants dont nous faisons partie, quoi.
plus. N'attendons pas qu'il y ait un mort pour prendre position. Merci, camarades. Est-ce que quelqu'un veut faire un contre, reprendre l'avis de la commission? Non, je vois personne au micro. Donc, on redonne l'avis de la commission. Alors, je vous relis ce que la commission propose d'avoir comme texte. Cette crise entraîne, de la part du pouvoir, une mobilisation massive de la police pour une répression d'une violence sans précédent depuis bien longtemps et à l'instigation de l'État. Ceux qui sont d'accord avec cette formulation. Voilà. Alors maintenant, votez. on vote sur l'avis de la commission. Donc le vote est ouvert. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Allez, le vote est clos. Donc l'avis de la... Et vous voyez, ça a quasiment été ça tout du long le congrès, quoi. 75, 80% d'accord avec l'avis de la commission. Alors que oui, il y a plein de camarades qu'on voit sur le terrain en plus, qui sont là à demander des choses qui sont pas incroyables, de reconnaître de mettre le terme violence policière dans le texte, ça aurait pas été non plus une honte, mais non, c'est refusé. Et c'est dommage parce qu'en plus on voit que la population française, cette fois-ci dans ce mouvement-là, n'est pas si condamnatrice envers les manifestants, surtout les gens de gauche, donc ça pourrait être pas mal de surfer aussi sur cette vague et de pas laisser justement l'AFI toute seule sur le mouvement, parce qu'au final on voit beaucoup l'AFI soutenir le mouvement, beaucoup l'AFI lutter contre les violences policières et beaucoup moins du coup le PCF. Moi je trouve ça dommage pour le PCF, mais après c'est parce qu'ils visent peut-être pas le même électorat. En fait il y a cette volonté de passer pour la gauche raisonnable. On a vu ça aussi avec la critique par le secrétaire de la MJCF et puis porte-parole de Roussel pendant sa campagne, Léon Desfontaines, qui critiquait les feux de poubelle en nous expliquant donc que la radicalité c'est la masse, reprenant l'expression d'Henri Krasuki, l'ancien dirigeant de la CGT. À chaque jeune qui adhère à la JC, c'est une corde de plus à notre arc. Alors, je le dis à l'ensemble des forces dans cette mobilisation et dans ce mouvement social. La radicalité, ce n'est pas aller soutenir celles et ceux qui crament des poubelles. La radicalité, c'est la massification de la mobilisation, c'est le rapport de force. Voilà, moi je trouve ça dommage parce que... moi je peux être d'accord, c'est-à-dire oui, évidemment, c'est mieux d'avoir un très grand pôle de personnes dans la mobilisation que de cramer des poubelles. Mais pourquoi opposer les deux? En réalité, ce qu'on a vu avant avec les violences policières, c'est peut-être les mêmes personnes qui crament des poubelles et qui sont à la JC. C'est peut-être les mêmes personnes qui sont sur les piquets de grève et qui crament des poubelles. Il y a cette volonté toujours d'être une gauche respectable, raisonnable, alors que la France insoumise, ce serait des extrémistes. C'est vraiment dommage, quoi. On voit clair dans leur jeu, du coup. Et le pire, c'est que quand on dit ça, on a des militants PCF qui nous disent « Ah oui, mais cramer des poubelles, t'es un gauchiste, pas du ring, ça sert à rien. » Mais évidemment que ça sert pas à grand-chose de cramer des poubelles. Fait poursuivre par les flics en moto et tout, ça sert peut-être à quelque chose de laisser des poubelles brûlées derrière toi. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais oui, c'est sûr que on va pas faire la révolution en cramant 3 poubelles. Mais je vois pas l'intérêt, à part de se droitiser, qu'a le PCF de faire ça, quoi. Le PCF pourrait faire un peu comme Mélenchon, dire moi je n'ai jamais prôné ce type d'action, vous savez bien que moi je ne prône pas la violence, mais je comprends que les gens le fassent, et puis que le problème c'est que Macron pousse à ça, quoi. S'en tenir à ça, une position un petit peu de retrait par rapport aux violences pour pas se faire défoncer dans le champ public, et que chacun comprenne un peu ce qu'il veut, quoi. Non, lui il se dit ouais, vas-y, je vais critiquer les gars qui crament des poubelles pour mettre en avant la mobilisation. Je trouve ça débile, moi, comme truc. Et puis en plus de ça, il dit la radicalité c'est la masse, mais enfin moi je me demande où est la radicalité quand je vois le PCF actuel. Je veux dire, alors il y a des mots socialistes, des mots communistes, mais qui paraissent des fois un peu vides de sens. Grands mots un peu balancés comme ça, comme on peut entendre République, et au final, qu'est-ce qui se passe derrière de très concret? Qu'est-ce qui est plus radical au PCF qu'à l'AFI? Mais c'est pas si évident, parce qu'en fait, dès qu'on leur demande d'être radical, dès qu'on leur demande d'avoir une position qui est un petit peu plus courageuse, ils vont finir par, au final, faire la position qui fait moins peur, qui fait un petit peu plaisir à la bourgeoisie, notamment la bourgeoisie de gauche. Et puis on les voit après...
plutôt tendre la main vers leur droite, c'est-à-dire vers Cazeneuve, vers Carole Delga, et puis critiquer l'AFI. Moi, je trouve que derrière tout ça, le PCF est en train de se droitiser, quoi. Pour savoir si le PCF est radical, il faut se demander à quel sujet collectif cette propagande du PCF parle. Propagande de dire, nous, on préfère ne pas brûler de poubelle, on préfère qu'il y ait plus de monde dans la mobilisation. À qui ça parle d'éviter de parler de violence policière, à qui ça parle d'éviter de parler d'islamophobie. Moi, je pense que ça peut être à des étudiants. Toute la vie politique peut parler des étudiants, parce que les étudiants, étant un peu en dehors des rapports directs de production, ont tendance à pouvoir aller un peu partout, même s'ils ont tendance à être progressistes. Mais vous voyez des étudiants pro-Zemmour, vous voyez des étudiants pro ce que vous voulez. Mais au-delà de ça, ça parle beaucoup à un électorat un peu de vieux fonctionnaires attachés à des vieilles valeurs de la République. Ça parle pas énormément, je trouve, à des nouveaux militants de 25-30 ans qui sont un peu à jour sur certaines problématiques actuelles ou des choses du genre. Et on peut se demander aussi, au niveau de la radicalité, à quel sujet collectif le PCF fait peur. Moi, j'ai pas de réponse à cette question. Je sais pas à qui le PCF fait peur. Par contre, je sais à qui la NUPS et donc ce qu'il y a dans la NUPS, ce qui dirige la NUPS, l'AFI, fait peur. Pour l'instant, le PCF fait tout pour ne pas faire peur à la bourgeoisie, alors que la bourgeoisie déteste la fille. Et le message de la bourgeoisie, c'est « Ah bah quand même, Roussel, c'est mieux que Mélenchon, lui, il est raisonnable. » Est-ce que Léon Desfontaines pense que c'est ça la radicalité ? Qui se pose la question, moi je pense pas, quoi. Et au-delà de ça, en plus, ce qui est dommage, c'est que c'est le parti communiste. C'est le parti communiste. L'AFI, ils prétendent pas être communistes. L'AFI, c'est un parti de SOSDEM, tout le monde le sait, c'est un parti de SOSDEM, et en tant que parti de SOSDEM, du coup, on comprend peut-être mieux leur position, alors que quand on est un parti communiste, essayer de prendre l'AFI par la droite, moi je trouve ça dommage, quoi. Le PSF, en refusant toutes les mises à jour qu'a fait l'AFI depuis 2018, se retrouve dans une position qui me fait penser à celle de République Souveraine, sauf que celle de République Souveraine, pour ceux qui connaissent pas, donc le parti de Georges Kuzmanovic, qui a quitté la France Insoumise, ou qui s'est fait purger, je sais pas trop, et qui est resté un peu sur les vieilles positions de Mélenchon, de 2018, de 2012, un peu plus nationaux, un peu plus souverainiste de gauche, tout ça. Bah, ce parti-là, il a une place un peu à droite de l'AFI, mais qui est logique. C'est pas la place du PCF d'être à la place de République Souveraine. Ça me paraît tout à fait hallucinant, quoi, comme truc. Surtout que le PCF pourrait très bien prendre l'AFI par sa gauche. Alors, il serait peut-être pas élu, du coup, ce serait très compliqué d'avoir une majorité, mais de toute façon, le PCF s'appelant PCF, je pense que ça va être très compliqué pour lui de gagner le second tour des présidentielles et même d'arriver au second tour. Mais il pourrait montrer que l'AFI, sur bien des points, reste dans une logique capitaliste, qu'elle n'est pas révolutionnaire, des choses comme ça, quoi. Mais le PCF choisit de s'engouffrer, en fait, sur l'espace laissé par les cendres, en gros, de l'ancien PS, et de venir peut-être ramasser tous les déçus du PS, tout ça, tout ce qui reste, en fait, entre Renaissance et la France Insoumise. Puis du coup, pour ça qu'elle se retrouve obligée de tendre la main à Cazeneuve et à Delga, quoi. C'est vraiment dommage, quoi. Surtout pour un parti qui s'appelle Parti communiste. Ça devrait pas juste être un mot, communiste, c'est comme islamophobie, c'est pas juste un mot, ça devrait être porteur de certaines matérialités concrètes, quoi. Bref, moi j'espère que je me trompe, que le PCF va nous surprendre, même si je trouve qu'il part dans une dynamique qui est assez mauvaise, et je trouve que c'est surtout la dynamique qu'il faut penser. C'est-à-dire que, évidemment, moi venant du PCF, qui est un parti que j'aime bien, je suis d'autant plus critique, et puis venant d'un parti qui part quand même avec une image de gauche, parce qu'évidemment aujourd'hui le PCF est sûrement toujours à gauche de LV et du PS, notamment dans son programme. Le programme du PCF est très bien, là je parle pas de ça, mais par contre il y a une dynamique de droitisation, notamment par la ligne et la propagande qu'essaie de faire passer Roussel, et qu'il a réussi à entériner dans ce congrès-là. Donc voilà, je pense que essayer de rejouer le Mélenchon de 2012 ou de 2017 alors que ça n'avait déjà pas marché à l'époque, c'est un peu dangereux, surtout que Roussel a peut-être pas les talents d'orateur de Mélenchon. Enfin voilà, on sait pas trop ce qu'essaie de faire Roussel.